On parle vélo, on parle cyclisme, le coup tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Je vous retrouve pour le 297e épisode du coup tordu. Je suis en solo pour cet épisode, mais j'ai pas mal de choses à vous annoncer. Voilà, il y a pas mal de sujets dont on va discuter dans cet épisode du coup tordu. On se retrouve bien évidemment pour la preview de la 12e étape du Giro 2025 qui a lieu ce jeudi 22 mai. Je vous rappelle que dans l'épisode précédent, parce que le coup tordu c'est des interviews et des previews, et je vous invite à écouter l'épisode précédent si c'est pas encore fait, l'épisode 296 avec Enzo. On a reçu Michael Amand, entrepreneur et donc à la tête du projet Ma Petite Entreprise, ce projet qui vise à monter une équipe cycliste féminine dès 2026 qui devrait voir le jour, équipe professionnelle bien évidemment, une équipe masculine dès 2027. L'idée c'est de mettre les entreprises françaises en avant, les TPE, les PME, les commerçants. Vous pouvez intégrer le projet avec 750 €. D'ailleurs, je fais un big up à Kevin qui a écouté le podcast hier, qui est auditeur du coup tordu, qui a une entreprise de dératisation et donc qui va intégrer le projet Ma Petite Entreprise. Donc je vous invite à réécouter cet épisode. On a passé un super moment avec Michael Amand. Je vous rappelle que le projet est parrainé par Vincent Lavenu. Donc on a parlé entrepreneuriat dans le coup tordu. J'avais un petit peu l'impression d'être Pauline Léniaud. Pour une fois, pour ceux qui connaissent pas le podcast de Pauline Léniaud, c'est un podcast qui est consacré à l'entrepreneuriat, mais c'était vraiment sympa et surtout on a parlé vélo, donc voilà, n'hésitez pas à aller réécouter tout ça. Et si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes dans une entreprise ou je sais pas, si vous avez un CE où il y a un petit peu de sous, un petit peu d'argent, n'hésitez pas à aller tanner vos patrons parce que le projet est vraiment sympa et vraiment vertueux et je pense qu'il peut apporter pas mal de choses pour n'importe quelle entreprise, même un resto, un cabinet de dentiste. Enfin voilà, il a des jardiniers, des paysagistes. Allez écouter l'épisode pour vous faire votre idée par vous-même. Donc Michael Amand de Ma Petite Entreprise. On va revenir sur l'étape du jour, sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc sur les deux pronos que je vous avais donnés hier à la fin du podcast. J'étais parti sur Frigo et sur Wilco Kelderman, qui était bien placé à un moment donné dans l'étape. Wilco qui a fait un bel effort avec Wout Poels. Bon, Wout Poels était clairement au-dessus de lui aujourd'hui. Frigo qui était aussi, on l'a cru à un moment donné, dans la bonne échappée. Et j'ai envie de dire finalement, ça s'est terminé sur un GC Day. Mais alors un GC Day que je n'ai pas vu arriver, mais alors je n'y avais pas pensé un quart de seconde. Pour moi c'était aller à 97-98% pour l'échappée, typiquement étape pour Baroudeur. Clairement c'est le move de Bernal dans la grande ascension du jour, car clairement remis en jeu, ça a été le premier move décisif qui a remis en jeu le GC contre les échappés, puis ensuite bien évidemment le relais de Mats Pedersen, parce que apparemment les UAE n'avait pas prévu d'aller chercher l'étape, et ensuite donc le move de Pedersen, donc à rouler en tête de peloton pour ramener l'échappée. C'est ça qui a planté l'échappée avec Quintana, Bilbao, Wout Poels, Fortunato et il y en a un cinquième que j'ai perdu, mais vous allez retrouver son nom bien évidemment. Donc à partir de là c'était GC Day et vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, j'ai pris un bet en live, ce qui m'arrive assez rarement. Voilà, je joue très peu en live. Ça a été comme une sorte d'instinct. J'ai pris Carapaz à 75. Voilà, j'ai mis 5 balles. Alors, bien évidemment, comme je l'ai pas donné sur les réseaux sociaux, j'ai pas pu le donner dans le podcast, évidemment, parce que c'est du bet live. C'est très compliqué de vous donner du bet live pour l'intégrer au bilan du coup tordu. Donc, bien évidemment, soyons clairs, ce bet ne sera pas compris dans le bilan de la saison, ne sera pas compris dans le bilan du coup tordu. Les bet live, on en parle très très peu. J'ai pas vraiment on va dire pour bet une étape de sprint, il y a des principes, on a certains principes en fonction des parcours. Là, j'avais essayé de profiler des vainqueurs sur l'étape du jour. Pour moi, c'était à la fois, j'étais parti sur Kelderman et Frigo parce que pour moi, il fallait des rouleurs grimpeurs ou grimpeurs rouleurs parce que ça pouvait aussi bien partir sur le plat que dans les bosses. Donc pour moi, Wilco et Frigo cochaient les deux cases. Donc pour du pré-live, il y a énormément d'une classique, c'est pas comme une étape de grand tour. Enfin voilà, il y a 10 milliards de sujets. Par contre, pour un bet live, alors Gilou disait un truc intelligent, il y en a qui ont connu les lives sur Twitch à l'époque, c'était un petit peu sur le même format que le coup tordu, c'est-à-dire que je me suis
inspiré, hein, voilà. Gilou est un des inspirateurs du coup tordu. Moi, pendant des mois et des mois, j'ai écouté Gilou et Thibaut. Je connaissais pas Thibaut personnellement, donc tous les matins, ils se retrouvaient sur Twitch, hein, sur la chaîne du site Ladbrokes, et il y avait des previews de courses, un petit peu ce qu'on fait dans le coup tordu. Et Gilou disait souvent que quand on n'avait pas trop d'idées sur ce genre d'étape pour baroudeur, c'était bien de garder des cartouches pour le live. Donc ça, c'est peut-être pour le bet live, c'est peut-être la première stratégie. Mais très clairement, quand j'ai vu que les IF se remettaient en place dans le peloton, c'était juste avant en plus la crevaison de Carapaz, hein, crevaison qui m'a pas inquiété. Quand je les ai vus en ordre de bataille, quand j'ai vu Steinhauser en train de le replacer, ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, mais c'est arrivé en fait, elle est complètement taillée pour Richie. D'ailleurs, je fais un big up à Tarmac qui lui l'avait pris avant la course et qui l'avait pris à 200. Donc Richie, c'est un instinctif, mais voilà. Maintenant, je peux avoir des explications rationnelles sur certains bets, et j'ai l'impression qu'en fait le bet live, si j'avais un début d'explication, et c'est vraiment encore un sujet qu'il faut qu'on creuse dans le coup tordu pour essayer d'avoir des explications rationnelles. Je sais que sur certains sports, par exemple, il y en a qui ont des statistiques, qui ont des datas, qui arrivent à voir sur un match de foot, sur un match de basket, comment le match va tourner en fonction des changements de l'entraîneur. Sur le vélo, il n'y a pas de changement en fait, hein. On remplace pas un coureur en cours de route. On peut aussi chercher un petit peu à analyser tactiquement ce qu'un DS peut faire, peut tenter, mais c'est aussi assez particulier. On aurait pu par exemple anticiper aujourd'hui le GC Day quand Philippe Gilbert sur Eurosport dit qu'il voit Mats Pedersen beaucoup parler à l'oreillette. C'est qu'il sent que Mats Pedersen a envie de rouler et a envie de revenir sur l'échappée. Mais j'ai envie de dire, plus que le bet live, plus que l'explication rationnelle, j'ai peut-être plus envie de dire que c'est votre état d'esprit qui peut-être va faire la différence. Alors c'est pas de la voyance, mais de manière générale, de toute façon, dans les paris sportifs, je rappelle au passage que jouer avec excès comporte des risques, que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs, et que pour moi la clé pour ne pas se cracher, ça reste le management de bankroll. Mais peut-être que l'une des clés du succès, c'est d'avoir un bon état d'esprit. Le matin, j'ai été faire mon petit footing, ma petite séance de fractionné, donc j'étais frais, voilà, j'étais clair. Mais avant l'étape, j'avais pas prévu de mettre un bet live. C'est juste quand je vois les IF se replacer, je comprends que ça va être un GC Day. Et voilà, je vois Carapaz à 75 et je ne réfléchis pas. J'en ai fait un il y a quelques jours qui est pas passé. C'était l'étape où Arietta avait terminé deuxième. Je l'avais pris à 10, je crois. Et c'est l'étape qui est remportée par Plapi. Donc voilà, je peux aussi me planter sur des bet live. Mais vraiment, j'en ai fait 2 sur le Giro, mais ça reste, sur l'année 2024. J'ai peut-être dû en faire 4 ou 5 maximum, donc ça reste quand même relativement rare. On fait notre petit tour également sur Side Limit, hein. Voilà, on suit bien évidemment sur Side Limit le Giro 2024 où il y a $425 de prize money sur Side Limit pour ce Giro. Alors je vous le dis, on va refaire un tirage au sort dans le prochain podcast, donc dans l'émission de demain. Je vous offrirai la carte de Michael Schwarzman des Israël. Donc si vous voulez intégrer le tirage au sort, vous vous inscrivez sur Side Limit si c'est pas encore fait, en passant par notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0, et vous participerez à tous les tirages reward qu'on fera dans le podcast dans le coup tordu. Et même ceux qui sont inscrits l'année dernière en passant par notre code de parrainage coup tordu 0, vous continuez de faire partie des tirages au sort. Donc nouveau tirage au sort, la carte de Schwarzman des Israël qui sera en jeu. Donc j'ai une petite roue, hein, à chaque fois je la mets sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, il y a un auditeur du podcast qui repartira avec la carte de Schwarzman. Je vous rappelle que sur Side Limit, l'inscription est totalement gratuite, que Side Limit n'est pas partenaire du coup tordu. Nous, ça nous fait prendre des abonnements et puis ça permet d'avoir des petits points de XP. Donc c'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir. Side Limit n'est donc pas partenaire du coup tordu, n'est pas partenaire du podcast. C'est un projet auquel on croit depuis le début. Donc coup tordu 0 avec le chiffre 0. Nouveau tirage au sort demain dans le podcast. Les grands tours arrivent. Quand vous vous inscrivez sur Side Limit, vous avez un pack de 50 cartes blanches gratuites que vous pouvez utiliser sur la Ligue 4. Donc ça vous permet de tester le jeu, de comprendre un petit peu les mécanismes et de vous amuser avec toute la communauté du coup tordu. Et ça vous permet également de vous faire la main. Le Tour de France approche.
On est à moins de 5 semaines du Tour de France et là on va avoir les gros prize money sur le Tour de France, $1 600 l'année dernière, plus 25% de prize money cette année. Donc on peut s'attendre à avoir des prize money aux alentours de $2 000, je l'imagine, j'ai pas l'info. Donc voilà, il est encore temps de vous inscrire et de vous faire la main et d'être compétitif pour le prochain Tour de France. Alors au niveau des scores sur la Ligue 1, c'est toujours Thomas qui est largement, Thomas Gino Brother, qui est largement en tête. Il a plus de 30 points d'avance. Je rappelle qu'il y a $110 et une carte rose 4 étoiles à gagner sur cette Ligue 1 du Giro. Donc je rappelle son équipe, Derek Guy en leader et capitaine, Derek Guy qui va de mieux en mieux, Frigo en grimpeur, il a Corbin Strong en sprinter, Manuel Tarodi en électron libre et surtout le coureur qui lui fait la différence, qui lui fait faire la différence, c'est Igor Arrieta des UAE. Alors vous me direz mais pourquoi Arrieta, qu'est-ce qu'il fout là? Les UAE sont pas sur sa limite. Oui, mais Arrieta il y a 2 ans il était dans la carte Pharma et Thomas c'est un malin, il avait été chercher la carte d'Arrieta qu'il avait payé un paquet de cacahuètes à l'époque à la carte Pharma et donc forcément Arrieta en équipier, et quand on voit la start list des UAE sur ce Giro 2025, forcément ça lui donne un edge. À la deuxième place, on retrouve Steph le Belge. Si le Giro s'arrêtait là, il prendrait $50 et une 3 étoiles rose. Donc voilà. Et puis à la troisième place, c'est notre ami BZH Forever, alias Benoît Tréanton, avec qui je vais bientôt faire un nouveau podcast qui s'appelle Dans la tête d'un parieur. On devrait vous balancer un premier épisode, un épisode 0. Je pense, c'est pas encore sûr, mais je pense la semaine prochaine. Donc voilà. Donc Thomas, Steph le Belge et Benoît aux 3 premières places. Du côté de la Ligue 2, j'ai pas été voir du côté de la Ligue 2, c'est Francesco qu'on va bientôt aussi recevoir dans le podcast. Je t'ai pas oublié Francesco. On interviewe aussi des managers de Side Limit de temps en temps. Donc Francesco qui est en tête de la Ligue 2 avec 245 points, $50 s'y remporte le prix et une carte rose 3 étoiles. LV Cycling aussi, un fidèle de Side Limit à la deuxième place et Jeff qui est à la troisième place. Pour l'instant c'est encore assez serré. Et enfin sur la Ligue 3 c'est Van Pitt aussi qui est en tête avec 216 points. La Ligue 3 qui est très serrée. JTR 98 deuxième avec 1 point de retard et Jules Kurt à la troisième place avec 213 points. Voilà pour notre petit point quotidien sur ce Giro 2024 sur Side Limit et tout de suite on va passer donc à la preview de la 12e étape du Giro. Alors si vous avez envie de voir un petit peu en image la preview de cette étape, vous pouvez aller faire un tour sur le site Vélo Futé, la preview de Thibaut et également sur le site de Enzo, analyste Phoenix, son compte Twitter et son site The Big Gear. Vous aurez des previews écrites. Alors demain pour l'arrivée à Viadana, il y a aucun problème, sauf énorme surprise, on sera sur un sprint final, je trouve quand même assez technique. Il y a notamment une épingle, un dernier virage à 400 mètres de l'arrivée qui est un peu une sorte un peu d'épingle à cheveux, et ça me rappelle si vous voulez un petit peu une étape du Dauphiné où les Ineos avaient fait une cassure de cette manière, et en late attack c'est Geraint Thomas qui avait été remporté l'étape. Donc quand on voit ce qu'a marqué Thibaut sur Vélo Futé, la toute dernière courbe, même si c'est pas une épingle complète, on a quand même un beau taquet, un beau virage. Pour moi, si vous voulez, il y a possibilité peut-être justement de faire une cassure. En tout cas, comme l'a dit Thibaut, c'est sûr, faudra être placé, faudra être dans les 7-8 premiers maximum pour espérer faire quelque chose. Alors j'ai tendance à exclure Callum Groves de l'histoire parce que quand il y a des courbes comme ça, quand il y a des virages, il a plutôt tendance à perdre des places, même si du côté des Alpecin, on va le placer, on a ce qu'il faut, on a toujours de bonnes stratégies au niveau du sprint, mais au niveau c'est Callum Groves, même s'il a progressé, c'est pas un mec qui vire très très bien. Donc pour moi, je vais pas être très original, du côté des Visma, on n'a pas les notes, mais on devrait quand même voir enfin Olaf Koy réussir à claquer une victoire d'étape, d'autant plus qu'on a repris du moral avec la victoire de Wout van Aert. Alors qui sera le PP, qui sera le poisson pilote? Moi j'aurais plutôt tendance à inverser, j'essaierais plutôt de mettre Affini pour placer en P2 pour placer Wout, et vu qu'on a un final assez technique avec notamment ce dernier virage et que Wout avec son passé de cyclo-crossman c'est un des meilleurs vireurs du monde, moi je retenterais la doublette Wout Olaf Koy. Après, est-ce qu'on la jouerait pas aussi avec la cassure pour Wout van Aert? Un petit peu ce qu'ils ont fait maladroitement sur l'étape de Naples, visiblement c'était pas volontaire, mais là
Là, si Affini est aussi placé, il y a peut-être moyen de tenter ça. D'autant plus qu'après la dernière courbe, il reste 400 mètres pour aller jusqu'à la ligne. Alors maintenant, on va aller du côté des cotations et je vais vous le dire, c'est plutôt ça qui m'emmerde. Sur l'étape qui avait été remportée par Caleb Groves sur l'étape de Naples, on avait Olaf Koy qui était aux alentours de 2,50 au niveau des sorties de côte. Et Caleb Groves était plutôt autour de 7. Je m'attendais sur cette étape, très honnêtement, vu que Olaf Koy avait terminé 10e à Naples et que pour l'instant, il a pas scoré depuis le début du Giro. Je m'attendais plutôt, alors je m'attendais à voir Koy favori, ça il y a pas de problème, mais vu que sur l'étape de Naples, il était sorti à 2,50 et que en fin de course, il fait 10e, je m'attendais plutôt à le voir sortir aux alentours de 2,75. Bon, il est sorti à 2 sur le boucref, ce qui était très très bas. Les parieurs ont rééquilibré un petit peu la chose en allant parier sur Caleb Groves qui était sorti à 4. Caleb Groves est descendu à 3,75 et Olaf Koy est à 2,25. De manière très claire, pour moi, il y a zéro value. Voilà, je vais pas y aller parce qu'il y a zéro value. Moi, ce que je trouve intéressant, j'ai envie de dire, au niveau des bêtes à prendre, alors je vais pas le prendre, peut-être pas le prendre tout de suite, mais on va peut-être plutôt attendre un petit peu. C'est aller voir ce qui se passe au niveau du classement général. Et Enzo l'a parfaitement expliqué dans Bistro Vélo. On a 25 000 mètres de dénivelé sur les 4 ou 5 derniers jours. C'est du jamais vu dans toute l'histoire des grands tours. C'est-à-dire que le gros du dénivelé, les coureurs vont se le manger sur les 3 derniers jours. Et quand je regarde les 3 dernières étapes, allez, on va aller à l'étape. On va aller sur l'étape 19 et sur l'étape 20, qui sont dantesques. L'étape de Champoluc. Quand je regarde l'étape de Champoluc et l'étape de Sestrières, mais surtout l'étape de Champoluc, l'étape 19, pour moi, sur cette étape-là, il y a marqué Richard Carapaz. On est sur des cols longs, on est sur des... Alors, il manque un peu d'altitude, ça je vous l'avoue, mais Richard Carapaz, c'est un mec qui termine toujours très bien ses grands tours, sauf le Giro 2022 qui avait été remporté par Jay Hindley, qui pour moi reste une anomalie totale dans la carrière de Richard Carapaz. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment il a perdu ce Giro. Pour moi, c'était complètement improbable. Mais sinon, Richie, il a été prendre des maillots du meilleur grimpeur sur le Tour de France, sur la Vuelta, parce qu'il termine très très bien les grands tours. En 3e semaine, il est toujours ultra méga fort. Et là, le problème pour les UAE et 1 degré moindre pour les Bora, c'est que pour l'instant, on l'a encore laissé dans le jeu. Il est dans le jeu, Richard Carapaz. Il est 6e à 1 minute 56. Alors le truc, c'est que pour l'instant, on n'a pas eu un parcours qui permettait de mettre hors jeu des grimpeurs comme ça. Mais je vous cite deux noms, Carapaz et Bernal, ils sont encore clairement dans le jeu. Et les 2 dernières étapes avant Rome, l'étape 19 et l'étape 20, où pour moi le Giro va jouer, qui sont des étapes propices à retourner le classement général. Mais pour moi, ces 2 étapes, il y a marqué Bernal et il y a marqué Carapaz. Encore plus Carapaz que Bernal pour moi, mais Bernal peut aussi complètement s'en sortir. Sur la dernière étape, sur l'étape de Sestrières, là, le col où il y a le col de 18 bornes où il y a du gravel à un moment donné, mais ça aussi, on est sur des cols longs où les 2, Carapaz et Bernal, qui eux sont des spécialistes des ascensions longues. Je vous remémore pas par exemple la victoire de Carapaz sur le Tour de France, enfin sa démonstration sur le col de la Lose. On est sur des coureurs qui sont faits pour ça, qui sont taillés pour ça, qui ont ce type de filière et qui vont obligatoirement, en tout cas qui ont les capacités de mettre en difficulté Ayuso, Roglic et Del Toro, qui reste un petit peu l'interrogation de ce Giro. Donc on va revenir sur les bêtes, classement général. Alors Bernal à 21, on va pas y aller parce qu'on l'a déjà pris en top 10 à 2 avant le Giro, mais est-ce qu'il y a de la value sur Bernal à 21 si vous n'avez encore rien pris? Alors moi je vais pas le prendre, donc voilà, mais réfléchissez-y parce que c'est pas improbable. Vous pouvez encore attendre un petit peu, voilà, vous pouvez laisser passer l'étape de demain, les 3-4 étapes qui arrivent, parce que en logique,
il va pas se passer grand chose et les codes vont rester les mêmes. Mais Carapaz à 9, est-ce qu'il y a de la value sur Carapaz à 9? J'ai rien pris pour l'instant sur Richie, mais complètement, totalement. Si il termine son Giro d'Italie de la même manière qu'il a terminé le Tour de France l'année dernière, comme il termine ses grands tours depuis 2-3 ans, mais ça va être un problème, hein. Ça va être un véritable souci. Et la fois où il avait remporté le Giro en 2018, on l'avait laissé un petit peu sortir de la manière dont on l'a laissé sortir aujourd'hui. On se méfiait pas trop, vas-y, va récupérer des étapes pour puncher, va claquer ta petite étape. On le voyait pas arriver, puis à la fin, c'était trop tard. Donc Carapaz, en plus le truc c'est qu'il est tombé, il a pris une énorme gamelle il y a 3-4 jours et il est déjà dans cette forme-là. Donc attention à Richard Carapaz, pour moi, c'est le mieux armé pour les 2 dernières étapes. Et le débours qu'il a au classement général sur ces 2 dernières étapes, ça sera rien du tout. Donc peut-être, voilà, on se retrouvera demain dans le podcast, mais peut-être qu'on ira mettre une petite croquette sur la victoire de Richard Carapaz au classement général à 9. Voilà pour ce coup tordu. J'ai été bien content de passer ce petit moment avec vous. Je vous rappelle que vous retrouvez Thibaut sur son compte X, son compte Twitter, Thibaut Chambre, Enzo alias Analyste Phoenix, son site The Big Gear. Donc Thibaut la preview de l'étape à retrouver sur son site Vélo Futé. Et puis les réseaux sociaux du coup tordu, Instagram, allez me cliquer tout ça. Vous êtes 527 sur Instagram, TikTok, on éclate tout sur TikTok, vous êtes plus de 8600, sur Facebook 2600, sur Twitter 2600. Donc vous voyez, le coup tordu, c'est aussi une grande et belle communauté qui continue de grandir et de s'agrandir. Donc en fonction de votre réseau social, n'hésitez pas à venir liker tout ça. Et pour le podcast également qu'on va lancer avec Benoît dans quelques jours dans la tête d'un parieur, vous avez aussi déjà un compte Twitter qui a été créé. Voilà, on va se mettre en place avec Bebe tranquillement et on va vous tenir au courant de la suite. Ça sera, je le rappelle, le podcast avant tout de Benoît Tréanton. Moi je serai là pour lui filer un petit coup de main et pour l'aider à se lancer sur ce podcast. Donc voilà, donc on va lancer ça tous les deux, mais ça reste avant tout le podcast de Benoît. Et pour le coup tordu, ça ne change absolument rien. Allez, je vous dis à très très vite. Ciao les amis.